Musique, cinéma, littérature, la culture des minorités sexuelles est riche et influente, pourtant quasiment invisible en Corse. Où sont les homos? On en parle dans Via Culture. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Via Cultura. LGBT signifie lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Pour simplifier, toutes les personnes non hétérosexuelles. Le terme désigne aussi une communauté dont la culture est une composante à part entière de notre civilisation. Mais en Corse, celle-ci est quasiment invisible. Une seule association, un seul lieu de sociabilité, très récemment ouvert à Ajaccio. Si de plus en plus de personnes assument leur sexualité, très peu se montrent. L'homosexualité serait-elle le dernier tabou? Quelles sont les représentations des LGBT dans notre société? Pour tenter de répondre à ces questions très rarement posées dans les médias insulaires, il faut bien le reconnaître, nous recevons ce soir Serena Sobrero Patacchini. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes DJ, on vous connaît sous le nom de Coco Disco. Vous vous engagez dans la défense des droits des LGBT. Cet engagement prend plusieurs formes, y compris artistiques, on va le voir. Vous êtes aussi adhérente de l'association SOS Homophobie, une association qui, je le précise, n'a pas d'antenne en Corse. Félicia Vitti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scénariste, réalisatrice, vous êtes l'auteur d'une série télévisée en préparation qui sera prochainement visible sur notre antenne, Exactement. Back to Corsica, dans laquelle vous abordez, entre autres choses, le sujet de l'homosexualité. Anthony Casanova, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional de l'association Le Refuge, seule association de lutte contre l'homophobie présente en Corse. Oui. Voilà, on en parlera. Et Eh bien, face à oui. vous, le couple le plus sexy de la télévision corse, nos chroniqueurs Tristan Francoz et Ange Toussaint Pietrera. Et on s'est dit d'ailleurs qu'avant la fin de l'émission, on serait probablement en trouble avec Pascal Tagnac. Bon, on verra ça. Voilà. On verra ça. Vous nous parlerez de musique et de cinéma. Alors, Serena Sobrero Patacchini, vous êtes, je le disais, DJ et vous produirez dans quelques jours, le 27 mai exactement, à la Montagne, salle de concert ajaxienne, dans le cadre de la soirée Une affaire de famille. C'est une soirée LGBT et gay-friendly. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est une soirée LGBTI. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie? Alors, LGBTI. I. C'est-à-dire, on rajoute maintenant au sigle le terme intersexe, voilà, pour désigner des personnes dont on ne peut pas définir très clairement le sexe comme mâle ou femelle. Et c'est aussi une catégorie qui maintenant est englobée dans cette appellation. C'est ça, oui. Ouais, donc, pour Et préciser. donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, l'acronyme ou la soirée? Non, la soirée. Une D'accord. soirée LGBT, c'est quoi? Et gay-friendly. Donc, une soirée LGBTI et gay-friendly, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un espace de rencontre, de drague. C'est aussi un espace de sociabilité et plus profondément de socialisation. Et du coup, nous, on s'est dit que ça manquait en Corse, forcément, puisque il n'y a pas vraiment de soirée. Il y a eu quelques soirées, quelques bars il y a très longtemps, mais qui ont tous fermé, à part le bar dont vous parliez au début. Qui vient d'ouvrir à Ajaccio, Qui vient l'Elton. d'ouvrir à Ajaccio, Ouais. c'est ça, qui est un bar gay. Donc nous, Mm. c'est encore différent, on est complémentaires parce qu'on veut parler à toutes les personnes LGBTI. Mhm. Et donc ça signifie justement une soirée où ça va permettre à cette communauté-là, ça va lui permettre un peu de visibilisation. D'exister, c'est ça un peu. D'exister, oui, Je oui. lisais une de vos interviews, vous disiez, le but c'est d'exister, de prendre une place dans la société, c'est ça? Mhm. Oui, une place dans la société corse. Donc voilà, une question de visibilisation. Une question aussi de se sentir exister, voire Donc reconnu. cette soirée, c'est un acte militant à la base? C'est un acte militant, c'est oui. C'est aussi un acte de... on est trois dans l'organisation. Laurent Biscambil qui s'occupe du montagne. graphisme à la montagne et la DJ A2M. Donc il y a aussi l'envie d'écouter de la bonne musique. Il y a aussi un discours un peu artistique derrière. On veut une bonne programmation électro. Et moi, c'était un peu le côté, oui, militant. Parce que dans tous les cas, peut-être qu'on va y revenir plus tard,
ces lieux de sociabilité, c'est bien sûr du loisir, mais c'est aussi faire du loisir un acte politique. Et pour tout un tas de raisons, je ne sais pas s'il faut développer maintenant. On voudrait qu'on parle, on verra y revenir, oui, effectivement, D'accord. à la fonction de ces lieux de sociabilité, mais la programmation, vous nous disiez, voilà, le but c'est aussi d'écouter de la bonne musique, de faire la fête, et la programmation, comment vous l'avez conçue alors ? Alors la programmation, on l'a conçue un peu, donc le but c'était de faire un peu aussi la promotion des DJ qui habitent donc en Corse, qui n'ont pas vraiment l'habitude de se produire, donc de se produire dans un cadre club un peu pro, quoi. Donc moi, je vais jouer. A2M aussi, la DJ qui est aussi organisatrice. Et puis il y a une tête Et d'affiche. la tête d'affiche qui est DJ Chloé, qui était un des piliers du Pulp. Alors le Pulp, représente, c'est un club parisien qui avait des soirées lesbiennes et gay-friendly aussi, parce qu'il n'y avait pas que des lesbiennes qui fréquentaient le Pulp, mais c'est vrai que c'est un peu un club emblématique de cette scène électro qui était ouvert à Paris à la fin des années 90, début 2000. Et qui se posait là aussi pour le côté politique du clubbing. Ouais. Alors, on va écouter et voir Chloé quelques secondes. C'était à Cargès lors du Cargès Sound System Festival en août dernier. Ça vous donne une idée de ce sur quoi vous pourrez danser le 27 mai à la montagne. Oui, donc on disait que Chloé, c'est une figure de l'électro, de la scène actuelle, une figure aussi de cette culture LGBT. Pourquoi elle, donc, pourquoi ça a été elle qui a été choisie ? Parce qu'il y en a d'autres, évidemment. Oui, alors pourquoi elle ? Parce que c'est une des DJ françaises aussi les plus connues et reconnues. Et pas seulement dans le milieu LGBT. Pas seulement dans le milieu LGBT. Elle a une forme de reconnaissance dans beaucoup de milieux artistiques. Elle est vraiment validée par ses pairs. C'est aussi une DJ internationale. Elle joue de partout. Et nous, on aime beaucoup ce qu'elle fait. On s'est dit, c'est aussi une copine d'A2M. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que la soirée s'appelle Une affaire de famille. Donc, quel est le lien entre vous, A2M, qui est DJ qui vit en Corse, et Chloé ? Il y a un lien aussi, familial, artistiquement ou amical ? Oui. En fait, affaire de famille, c'était un peu aussi pour faire de la magagne sur... affaires de famille, famille corse, histoire cachée, secrète. Donc il y avait de ça. Et ensuite, oui, le lien entre moi et Chloé, c'est A2M, donc cette DJ qui habite en Corse depuis une dizaine d'années, qui a très bien connu le Pulp, et donc ça a été aussi simple pour la programmation parce que elles se connaissent, elle l'a appelé, ok c'est parti, on va faire ça. Donc c'est un événement qu'on ne ratera pas. Tristan, vous nous parlez justement de musique électronique et vous allez nous dire quelques mots de Chloé. Alors qu'est-ce qu'elle représente dans la scène électronique actuelle et plus largement dans la scène électronique LGBT ? Sérène a bien expliqué ce qu'était le Pulp tout à l'heure et Chloé a fait partie de ces figures iconiques et surtout ça a été une des premières femmes. On est au-delà du militantisme lesbien à prendre cette importance sur la scène électronique. Une scène électronique qui n'est pas faite uniquement de festivals et de clubs, mais qui est faite aussi d'art contemporain, de danse. Et c'est là où Chloé s'est beaucoup illustrée, avec également à la fin du Pulp, c'est-à-dire quelques temps après la mort de Sextoy, dont A2M et Lydia Terki ont fait un très très beau documentaire. Sextoy qui était un DJ, femme. On peut dire la première icône DJ en Europe, qui a été quelqu'un qui a poussé déjà des notions qu'on retrouve aujourd'hui de transhumanisme et de perfection corporelle et de langage différents. Parce qu'elle se transformait, elle était très tatouée, elle s'était fait une série de transformations sur son corps. Et donc ces filles du Pulp vont monter en 2007 à la fin de l'aventure du Pulp quand elle va fermer pour d'obscures raisons immobilières. Il va y avoir Chloé Thévenin, donc il va y avoir également Fanny Corral. Thévenin, qui est le nom de famille de Chloé. Qui est le vrai nom de Chloé. Fanny Corral, et également Stéphanie
Véronique Richard et Yvan Smag, qui est une fille comme les autres, et qui vont créer Kill the DJ, qui est un label qui va prendre la suite du pulp et faire en sorte que cette scène féminine va vraiment exploser partout dans le monde. Elle est toujours un modèle à ce jour, c'est-à-dire que quand on parle des filles DJ, il n'y en a pas beaucoup dans l'électronique, il y en a peut-être encore moins que dans le rock, qui était déjà un milieu extrêmement machiste et misogyne. Donc Chloé, elle a monté Kill the DJ, elle a monté son label également, qui s'appelle Lumière Noire. Donc ces filles aujourd'hui, Jennifer Cardini, on ne va pas l'oublier, Chloé, Miss Kittin aussi, qui passait régulièrement au pulp, aujourd'hui sont des figures reconnues, mondialement connues, comme l'a dit Sérène, avec Lydia Terki et A2M qui ont fait ce magnifique documentaire sur Sextoy, et Chloé qui vient de collaborer avec Lydia Terki sur son premier long métrage qui s'appelle Paris la Blanche, qui est très très beau, avec une bande originale signée par Chloé qui montre justement toutes ces aspérités artistiques où elle va chercher. Et puis c'est un film pour le coup qui s'inscrit pas particulièrement dans la culture LGBT. Ça n'a rien à voir avec le militantisme. Absolument. Et la musique est donc faite avec des musiciens kabyles. Mais quand on parle de ce militantisme LGBT, il faut bien comprendre une dissociation avec les années 70 et le militantisme des années 70, où il y avait une revendication des droits homosexuels. Aujourd'hui, on est dans une revendication des droits LGBT, ce qui est complètement différent, puisque ce sont des horizons divers. On n'est plus dans la binarité. On reste à la musique. Et vous devez nous faire découvrir aussi un album ce soir. Une des autres icônes du pulp à l'époque, c'était un groupe qui s'appelle Scratch Massive, et une de ses membres qui est Maud Jeffrey. Et Maud Jeffrey, il y a 3 ans de ça, a retrouvé des images sublimes d'une rêve à Karnak en 1994, il y a près des images amateurs. Des images amateurs tournées par un cinéaste qui s'appelle Christophe Turpin. Et Maud a construit une vraie, on peut même pas dire une bande originale, mais un objet, un véritable ovni qui mêle ces images et ce film, où Maud apparaît d'ailleurs, il y a une vraie mise en abîme, et où on redécouvre comme ça cette culture de liberté, cet espace, cette parenthèse enchantée, ces tases, comme dit Hakim Bey, l'écrivain, de ce moment unique où la musique électronique aura été une révolution. Ça a été cette petite parenthèse des rêves. Et Maud Jeffrey vient purement de cet univers. Et elle a fait cet objet incroyable qui a valu un album exigé, on va dire, par Arthur Péchaud, le boss du label Pan-European Recording. Et c'est le musée du Louvre qui, l'année suivante, il y a 2 ans, va contacter Maud Jeffrey pour un festival de cinéma d'art qu'organise le Louvre chaque année. Elle n'a pas réussi à trouver des images au sein de la collection privée du Louvre, et elle est partie avec Jamie Harley, qui est un réalisateur anglais, en Laponie, où il y a ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle le Kaamos, K2AMOS, qui est une sorte de nuit polaire. Il y a à peu près 6 mois de nuit polaire dans l'année en Finlande, tout en haut en Laponie. Et l'apparente mélancolie de cet entre-jour ou de nuit totale fait qu'il y a une exacerbation des sentiments, et que les moindres coups de foudre, rencontres, moments de solitude se retrouvent totalement exacerbés et permettent à... Oui. Et Polar vient de là ? Polar vient de là. Parce qu'il faudrait qu'on en écoute un... On va écouter un extrait. Allez, d'abord. on y va. Alors Tristan, cet album Polar est sorti il y a quelques jours. Il est sorti la semaine dernière, oui. Donc l'exploration de ce Kaamos, ce biotope comme ça de mélancolie et d'exacerbation, c'est vrai que ça correspond quand même beaucoup à la personnalité de Maud Jeffrey. Et c'est là qu'elle en a fait un premier album suite au court-métrage qui a été fait pour le musée du Louvre. Et il vient de sortir chez Pan-European Recording, dont on peut saluer le dynamisme, puisqu'il s'occupe également de Pony Hawks, Nicolas Kerr et quelques autres prodiges. Et l'album de Maud Jeffrey est très très beau et il est magnifique. Ouais, je le recommande. Il y a toute la chambre des souvenirs de cette culture club, avec en même temps des références à la trance, puisqu'on en revient au rêve constitutif de la musique de Maud Jeffrey, mais aussi à un clin d'œil à la pop parfaite et fantasmée, avec un duo avec Flavien Berger qui est absolument superbe. Bref, c'est un bel album. Alors, est-ce qu'il est utile de préciser que la musique électronique que l'on entend dans les clubs de Lille ou dans les festivals et sur laquelle tant d'hétéros s'éclatent vient directement des clubs gays de Détroit et de Chicago? Est-ce que c'est sûr? Ça, il y a une chose importante que disait
disait justement Yvan Smag au moment du Pulp et à la création de Kill the DJ, c'est qu'effectivement, ces lieux de convivialité qu'on évoquait tout à l'heure ont toujours existé dans la culture homosexuelle et lesbienne. Mais on va y la revenir, grande mais sur différence chez l'influence les de la lesbiennes, c'est musique. que la musique était très mauvaise avant. Et que depuis, c'est l'aventure du Pulp qui a tout changé. C'est ce que Non, mais je précisait voudrais bien. c'est- vraiment qu'on revienne C'était aux génial. origines je voudrais vraiment qu'on revienne aux origines de la musique électronique. Vraiment, voilà, ce que je disais, c'est ça. Est-ce que les jeunes ici qui dansent dans les festivals, dans les clubs de Lille, ils savent que ça vient directement de ces endroits-là, quoi? Oui, ben, ça fait un peu référence à un très bon article de Patrick Thévenin sur le sujet, qu'on peut lire sur Internet. Et du coup, oui, je ne sais pas si ils en ont conscience, mais c'est vrai qu'une très très grande partie de cette culture vient justement des lieux LGBT, comme le Paradise Garage, le Palace à Paris, le Studio 54 à New York, où c'était des fêtes qui prônaient justement la tolérance, un peu le fait de laisser les barrières entre les genres s'effondrer, de l'hédonisme, de la fête libre, folle. Et ça passe par la déco, ça passe par la musique. Beaucoup de producteurs techno étaient aussi soit gays, soit lesbiennes, soit... Et du coup, par rapport à ces lieux-là, bien sûr qu'ils ont énormément influencé toute la culture clubbing à l'heure actuelle. Comment on va en soirée, qu'est-ce qu'on y fait, comment on s'y amuse. Ça vient beaucoup de là, la déco. C'est tout Pour bête, que la house, mais... c'est une continuité du disco qui Ouais, vient bien sûr. des premiers gays blacks américains Ouais. qui mouraient à Chicago. Anthony, vous voulez dire un truc? Non, je réfléchis. En fait, c'était juste sur qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion de savoir que Ouais, tel ou tel c'est ça, musicien. c'est ça. Par exemple, je pense que ça, malheureusement, le fait que quelqu'un comme Freddie Mercury Ouais. soit gay et qu'il annonce très tôt, pas très tôt dans sa carrière, mais au milieu des années 80, et qu'il annonce... Justement, ils assument tout de suite, Queen, Alors, leur en fait, c'est homosexualité. Freddie Mercury qui est gay. Ouais. Il a ce clip, ce fameux clip I Want to I Break Want to Free, Break Free. où il se déguise pour parodier un soap anglais. Mais la chanson est écrite par John Deacon, qui est le bassiste, et qui, lui, est hétérosexuel, père de 4-5 enfants. Donc voilà. Mais quand dans tous les stades, on entonne We Are the Champions. Voilà, et que- je et pense que qu'on met, malheureusement, voilà, est-ce que vous savez, les- c'est comme le ouais. racisme, on peut dire oui, mais tu es raciste, mais tu lis Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas était noir. Ouais. Bon, voilà, est-ce que ça joue Ouais. Malheureusement, non. Non, vous pensez que ça joue pas? Non, en fait, ça peut être anecdotique, mais j'ai peur que ça ne. Félicia, ça ne débouche vous pas avez l'air beaucoup. moins convaincue. Non, je suis d'accord. Il y a une récupération qui est faite par. Est-ce qu'on pourrait parler de culture hétéro? Non, je pense pas. Mais ça s'oublie, ça se perd. Mais on le sait quand même que il y a une âme qui est originaire de ça, quoi. Ça, ça, on le Dans sait, la on le sent. littérature, Dans la littérature, certainement. Mais même, si on parle de clubbing, là, moi, je sors beaucoup à Paris et le monde gay se mêle beaucoup avec le monde électronique, il est intimement lié et les meilleures soirées sont souvent... et elles sont courues par les hétéros. ouais, voilà, aussi, et elles sont quoi. courues par les hétéros. On parlait donc de l'influence de la culture LGBT dans l'art en général. Vous qui connaissez bien la littérature aussi, est-ce que voilà, vous... Ouais, évidemment, je pense que dans la littérature, moi, ce que j'en pense au niveau de représentation homosexuelle, ça a été caché. Il y a aussi beaucoup d'auteurs qui l'étaient et se cachaient derrière un mariage. Enfin, on peut étudier ça sur le 19e et le 20e siècle. La culture LGBT a toujours existé. Elle a été récupérée par les auteurs hétérosexuels aussi à la fin du 19e. Dans tous les cas, on a essayé de l'effacer, mais elle perdure inévitablement et elle commence à avoir une nouvelle émergence depuis le début du XXIe siècle, qui est notable, notamment juste dans les séries et dans les films. Et dernières on années. aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Restons en Corse, ou retournons plus précisément en Corse à présent. Comment s'y vit l'homosexualité? Il est difficile de dresser des généralités. Alors pour en avoir une idée, nous sommes allés rencontrer un couple homosexuel qui tient une maison d'hôte dans le centre de l'île, à Vitsavone. Le point de vue de ces deux hommes est forcément subjectif et parcellaire, ce qui ne le rend pas moins intéressant. Témoignage. Dans cette maison nichée au cœur de la forêt de Vitsavone, les voyageurs sont accueillis par Vincent, le maître des Est-ce lieux. que quelqu'un veut quelque chose de salé, des œufs brouillés? Do you want something salty, like scrambled eggs or cheese? Arrivé à Ghisoni, vous tournez à gauche pour descendre à Ghisonacci. Là, c'est Vincent connaît la Corse comme sa poche. Ce Parisien l'a découverte enfant grâce à ses grands-parents et s'était promis de venir s'y installer. Développeur informatique, il a réalisé son rêve en créant cette maison d'hôte il y a 7 ans.
Un rêve endeuillé quelques années plus tard par la perte de son compagnon. Puis la vie s'est de nouveau montrée clémente. Deuxième bonheur qui arrive dans ma vie, Henri, voilà. Et, et voilà, ça a été la cerise sur le gâteau pour tout remettre comme il faut. Henri, infirmier à Paris, a tout quitté pour rejoindre Vincent il y a 5 ans. Il s'occupe lui aussi de la maison d'hôte et vit désormais toute l'année à Vite-Savonne avec son compagnon, sans se cacher, mais sans ostentation. Encore, c'est pas du tout à mon titre personnel, hein, c'est tabou, c'est... Oui, mais c'est tabou, mais sans l'être, parce que nous, on vit tout à fait normalement et il n'y a absolument aucun problème là-dessus. On va partout, on est bien accueillis partout, quelle que soit la génération, par les jeunes, par les anciens. On le crie pas sur les toits aussi. On garde ce respect parce que comme on tient des chambres d'hôtes, on peut pas forcément dire voilà, on est un couple. Les gens le remarquent tout de suite parce voilà, que ils le voient. Mais c'est vrai qu'on le met pas en avant, quoi. On vit normalement comme pourrait faire n'importe quel autre couple. Pour Isabelle, qui travaille chez Vincent et Henri depuis 2 ans, la norme est très relative. Je les trouve plus normaux que certains hétéros, parce que ils sont vrais tout le temps. Ils font pas semblant. Il y a des couples qui sont à l'extérieur, qui sont des couples, et puis à la maison, ils sont plus des couples. Donc voilà. Côté déco, pas de bannière arc-en-ciel ni autre signe revendicatif. Cet établissement est ouvert à tous, mais il est tout de même recensé sur Internet comme gay-friendly, c'est-à-dire bienveillant vis-à-vis de cette population. Même si pour le moment ça nous apporte pas beaucoup de clientèle, on espère quand même que ça va décoller un jour ou l'autre. C'est vraiment à des fins commerciales que vous êtes inscrit sur ce type de Non, site ? ça va plus loin que ça. C'est aussi pour... Ouais, c'est un ensemble, quoi. C'est aussi pour faire la promotion du tourisme gay. Allez, bonne route. Est-ce que vous fréquentez des lieux dédiés aux homosexuels ? Non, faut dire qu'encore, il n'y en a pas beaucoup, à ma connaissance. Hein. Et c'est peut-être la seule ombre au tableau, le manque de lien social avec d'autres couples gays, locaux ou d'ailleurs. Si cette maison accueille des hôtes du monde entier, les homosexuels représentent une part infime de sa clientèle. Alors pendant le tournage, Henri, qu'on vient de voir, qui s'est installé en Corse plus récemment, nous confiait regretter parfois l'absence de lieux dédiés aux LGBT et gay-friendly dans l'île. Donc vous le disiez, Sérène, au début de l'émission, il existait un bar à Bastia qui a fermé, un autre à Ajaccio vient d'ouvrir, mais c'est tout. Pourquoi c'est si important d'avoir un lieu? On pourrait se dire, mais oui, mais après tout, en fait, on peut sociabiliser n'importe où, et c'est un repli communautaire de se retrouver entre soi. Justement, non, c'est primordial. Après, peut-être... Allez-y, Anthony, non, mais allez-y. Alors, je vous dis pourquoi c'est primordial, parce que gay-friendly, il n'y a rien de plus ouvert et sympathique. Ce que veut dire le mot gay-friendly, ça veut dire vous venez comme vous êtes, que vous soyez hétérosexuel ou asexuel ou peu importe. La chose primordiale, c'est que vous foutez la paix aux mecs qui aiment un mec et aux femmes qui aiment une femme. C'est en gros, c'est comme s'il y avait marqué « Bonjour, vous rentrez dans un bar tolérant ». En fait, en gros, il devrait y avoir ce rainbow flag qui est le drapeau arc-en-ciel ou marqué gay-friendly partout. En disant évidemment que vous rentrez sans être un connard. Oui. Et donc c'est tout. Et d'ailleurs ils sont très beaux les 2 personnes. Il y a une pudeur, il y a une douceur. Et évidemment que c'est un appel en disant, et c'est pas du tout commercial, parce que il peut y avoir une homophobie en disant ah non c'est des gays, j'y touche pas. Alors que c'est évidemment le contraire. Il y a un courage, il y a une pudeur, il y a une douceur d'affirmer, de dire oui nous accueillons, oui nous existons, et oui vous serez les bienvenus. Et ça c'est juste beau. Ça, c'est juste savoir qu'on est dans un endroit où on ne nous regardera pas de travers, c'est aussi Exactement. simple que ça en fait. Ouais. Parce que c'est pas le cas sinon. Évidemment. Bien sûr. Parce qu'on prend le risque que ça soit pas le cas. Ouais. C'est ça. Félicia ? C'est nécessaire en fait, parce que c'est un peu l'inverse. Dans les bars, des fois en Corse, on peut se dire, c'est justement l'inverse, pas gay-friendly. Et c'est nécessaire qu'on ait des lieux qui soient comme ça ici, parce que il faut qu'on puisse sortir et être simplement nous-mêmes, sans forcément... Et en sécurité. Accessoirement. Et en sécurité, évidemment. Le fait qu'il n'y ait un seul bar en Corse,
gay-friendly, enfin LGBT gay-friendly, est-ce que ça en fait un cas exceptionnel, la Corse, Anthony Casanova? Est-ce qu'on est un territoire exceptionnel? Alors, à mon sens, ce n'est pas exceptionnel. Nous sommes en Corse. On n'est pas plus différent que tout le monde. Nous sommes dans le cadre d'une région rurale et qui en prime à l'insularité. Ouais. Voilà. Donc nous sommes 300 000 habitants. Nous sommes donc un quartier d'une grande ville en termes de population. Nous sommes répartis sur tout un territoire. On met 4 heures de route pour aller d'un point mais A à un on point est B. 300 000 habitants. Mais on reste 300 000 Donc pour habitants. vous, c'est plus, voilà, c'est ce qui, C'est la ce qui ruralité explique. et l'insularité. d'accord. Après, peut-être, les choses gênantes, par exemple, moi, si je trouvais une chose seule gênante sur la Corse, ce serait que, au moment du mariage pour tous, sur 4 députés, il y en a 3 qui ont voté contre, c'est-à-dire M. Marcangeli, M. Camille de Rocazera et M. Gondolfichetti. Quand on a vu M. Camille de Rocazera manifester avec des zombies de la manif pour tous, et que l'on a en prime pour le pompon, parce que vraiment, on envoie vraiment que les meilleurs à l'Assemblée, on a vu M. Gondolfichetti, il a foutu qu'une chose de tout son mandat, c'était de signer un amendement pour dérembourser l'avortement, l'IVG. Donc voilà, après l'homophobie, c'est important que des gens, Donc, évidemment, voilà, arrivent en disant « oui, vous êtes les bienvenus », parce que l'image que l'on peut renvoyer parfois, c'est pas la plus agréable. Et alors là, dans le reportage aussi, je vous entendais réagir pendant sa diffusion sur la pudeur, cette extrême pudeur que vous trouviez touchante et triste à la fois. Parce que sur l'homophobie, elle ne résonne, d'ailleurs on le voit en ce moment en Tchétchénie, ou partout dans le monde, sur 197 pays recensés, il y en a 80 qui condamnent l'homosexualité, c'est-à-dire qu'on est puni de peine de prison. Il faut savoir que l'homosexualité n'est plus condamnée en France depuis 1981. Avant, ça l'était, même s'il n'y avait plus de peine de prison. Et qu'il y a en ce moment une dizaine de pays qui condamnent à mort les personnes qui sont homosexuelles. L'homophobie, donc l'homophobie, ne fonctionne que sur 4 thèmes. C'est la peur, le fait de craindre de devenir homo, mais c'est ça la question, hein, ou de se faire draguer. Donc parce qu'il y a quelqu'un qui a eu peur de se faire draguer, dans l'imaginaire, de se faire draguer, peut-être en fréquentant un homo, il y a un homo à la table, donc on va tous finir par être gay, ou une lesbienne, on va tous finir par être lesbienne. C'est contagieux. Attention, c'est contagieux. Évidemment, et la peur de différence. Et c'est au nom de ça, de ces principes les plus cons Mais alors, du monde, pour en revenir, que l'on torture et que l'on assassine. Évidemment, c'est un contexte qui est actuel, qui est réel, et on ne va pas du tout l'occulter. Mais pour en revenir à la Corse plus précisément, quand je reviens sur cette pudeur, c'est-à-dire parce qu'ils sont tendres. Aujourd'hui, on sent qu'ils que ça s'assume, voilà, on se montre à la télé et tout, mais il ne faut pas le montrer. Et ça vous gêne profondément, je crois, Sérène, fondamentalement, qu'on ne puisse pas s'afficher comme n'importe quel couple, main dans la main, ou s'embrasser dans la rue. Oui, parce que se cacher, c'est un peu avoir honte, et il n'y a pas à avoir honte de quoi que ce soit, comme disait Tristan tout à l'heure, il parlait de silence égale mort, qui était un slogan d'Act Up, je crois. C'est un peu ça, parce que en fait, ça peut infiltrer tous les sujets. C'est-à-dire, moi, comme je disais dans l'interview, je me rappelle d'une après-midi d'information sur le VIH au lycée. Et ils n'ont pas parlé une seule fois. C'était un lycée d'Ajaccio, donc. Des dangers de contamination entre personnes lesbiennes, entre personnes gays. C'était hétéro, c'était uniquement pour les hétéros. Ouais. Je suis d'accord pour la ruralité, mais quand même, le fait que la faculté de Corté ne contienne même pas un bureau, une association, des étudiants homosexuels ou quoi, il y a quand même un vrai questionnement à avoir là-dessus. Après, c'est une démarche de volonté, c'est aussi de personnes qui arrivent avec une envie. Parce qu'après, c'est pas parce que quelque chose n'est pas fait qu'en fait, on l'a refusé. Des fois, parce que c'est ça l'important. Être homosexuel, ça ne se choisit pas. Parce qu'on n'a jamais choisi dans sa vie d'être hétéro. On ne s'est pas réveillé un lundi matin en disant « tiens, je serai hétéro ». Et surtout, si ça se choisissait, les personnes qui vivent dans des pays où l'on condamne à mort l'homosexualité ne ferait évidemment pas la bêtise de choisir d'être gay. En disant non, on risque de me torturer, mais j'ai choisi quand même. Non, j'ai quand même choisi de finir ce choix. Évidemment, en revanche, le choix et ce qui se choisit, c'est de l'assumer. Ça, c'est un choix. Et malheureusement, on en est avec, votre couple, avec leur gîte, ils sont beaux, ils sont tendres, ils sont touchants, mais on en est là.
C'est est-ce qu'on peut imaginer même que ça soit un couple hétéro et qui arrive en disant ah oui alors Ouais, on dit se pas montre trop pas qu'on est en trop. couple On pour montre pas que les gens et c'est ça le problème. C'est qu'ils même ils se disent et à raison attention ils sont pas dans la mais nous on comprend aussi oui il vaudrait pas mieux qu'ils montrent vous comprenez, et ça c'est oui, dégueulasse. L'émission avance très vite, mais Pardon. qu'on prenne quelques minutes pour parler du refuge spécifiquement. Donc c'est une association de lutte contre l'homophobie qui mène plusieurs actions de prévention dans les écoles. Vous étiez la semaine dernière à Île-Rousse et dans Et les à collèges de Portich. Et aussi des actions plus précises, je dirais, d'accueil de jeunes en rupture familiale, c'est-à-dire de jeunes qui sont mis à la porte de chez eux parce que ils ont révélé leur homosexualité ou qu'elle a Exactement. été découverte, Évidemment. c'est-à-dire chassés par leur famille. Chassés par leur famille. Et nous vous les avons accueillez, vous leur trouvez un toit. Et on les accompagne. Alors nous avons, évidemment, ça concerne les 18 généralement. La cible, c'est les 18-25 ans. En fait, en gros, c'est 25 ans. Il y a d'autres aides comme le RSA qui accompagnent. Nous, c'est de 18 à 25 ans. Et nous accueillons des mineurs sur décision de justice. Parce qu'ils sont placés. L'association Le Refuge est une association d'utilité publique. Elle est conventionnée avec l'État pour à peu près tout. Moi, j'en suis le délégué territorial en Corse. Le siège est à Montpellier. Et en fait, oui, nous avons des jeunes, dont notamment quelqu'un dont la mère lui a dit, en le mettant à la porte à 18 ans, si j'avais su, j'aurais avorté. Nous avons, en date, la dernière personne que nous avons hébergée, nous, en Corse, était une personne corse, d'une famille corse, et qui a été mis à la porte à la période de Noël. Comme ça, évidemment, il faut toujours qu'il y ait un côté très fun dans la dégueulasserie. Donc c'est à ce moment-là que nous prenons, nous hébergeons, nous essayons de nourrir et nous accompagnons. Et vous accompagnez donc d'un point de vue psychologique, vous essayez aussi de faire de la médiation, vous arrivez On peut parfois à essayer, réconcilier évidemment, les il arrive familles, évidemment qu'il n'y a pas toujours que des histoires graves. Évidemment, il y a des fois de belles fins, il y a des moments des retrouvailles, des compréhensions, mais nous, en fait, après il est toujours évident quand on a, merci d'ailleurs pour cette émission, et pour le sujet de votre émission, après il est évident que lorsqu'on parle, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Donc évidemment, on dit voilà ce qui s'est ciblé, voilà parfois avec quoi on est confronté. C'est la question. Vous êtes dans l'association depuis 2012 à peu près, vous avez vu 10 cas extrêmes qui ont nécessité hébergement 10 cas, depuis 2012, ce qui est trop. Évidemment, ce qui est beaucoup. Mais il n'y en a pas un tous les mois non plus. Alors évidemment, après, un, ça aurait été trop, on est bien d'accord. Tout à l'heure, je me suis permis, évidemment, parce que moi, même si l'association est très apolitique, qu'elle fonctionne avec toutes les mairies, elle est dans toutes les villes, dans tous les territoires. Là, vous avez pris un peu de liberté. Moi, moi, en fait, on se connaît, j'aime beaucoup, et ce sont des personnes formidables. Nicolas Noguier, le président, et le directeur Frédéric Gall, ce sont les gens les plus empathiques, ils n'ont jamais de vacances, ils s'occupent tout le temps de tous les problèmes qu'il arrive sur tout le territoire. Ce sont des gens formidables. Et ils savent que moi, je ne suis pas forcément apolitique, et ils m'ont quand même dit, bon allez, c'est bon, on te joue le jeu. Ouais. Et moi, parce que tout ça, malheureusement, toute cette homophobie ou tous ces problèmes, ils sont politiques. C'est parce que nous avons eu, au moment du mariage pour tous et de la manif pour tous, nous avons le téléphone, le répondeur a explosé. Oui, c'est ça. C'était particulièrement violent, l'homophobie au moment du débat. Mais est-ce que depuis, même ça fait avant, 5 ans au moment du Pax, chaque fois qu'il y a une égalité, parce qu'il faut bien se comprendre que le mariage pour tous, ça n'enlevait pas aux hétéros le pouvoir de se marier. C'est toujours, quand on a autorisé le droit de vote aux femmes, ça ne voulait pas dire que les hommes n'allaient plus voter. À un moment, c'est une égalité. Et des gens militent pour qu'il n'y ait pas d'égalité. Parce que l'homophobie, comme l'antisémitisme est le cousin du racisme, l'homophobie est le cousin du sexisme. Et de la misogynie. Et de la misogynie, évidemment. Oui, mais justement, est-ce que, maintenant ça fait 5 ans que la loi sur le mariage pour tous est passée, est-ce que ça a un effet? Est-ce que vous mesurez un progrès, une évolution positive dans la société corse? Alors, de la société, en fait, on ne peut pas dire, si vous voulez, je ne me permettrai pas de dire la société corse ou la société creuse. En tout cas, oui, il y a un aspect positif, parce qu'à un moment, quand la politique, quand les politiciens ont un courage, au final, ça finit par aboutir à, évidemment, heureusement, qu'il y a des avancées. Et puis des avancées, vraiment on comprend, puis on a des séries, des films qui intègrent beaucoup, comme Sense8 en ce moment,
qui intègre, on voit de plus en plus de gays, de lesbiennes. On y vient. Alors Voilà. voilà, voyons un exemple corse. De jeunes Corses, il en est question dans une série, votre série, Félicia Vitti, Back to Corsica, une série comique qui met en scène un groupe donc, de jeunes adultes corses empêtrés dans leurs histoires sentimentales. Vous avez écrit une première saison actuellement en préparation et dont le tournage débute cet été, mais vous aviez réalisé un pilote il y a quelque temps. En voici un extrait. Bon, tu t'occupes des desserts, hein. Tu m'en trouves 13, tu te démerdes. Moi, je file au fond du magasin et dans une demi-heure, c'est plié. Andrea, qu'est-ce que tu fous, là? Tu m'écoutes? Attends, j'envoie un sexto à la fille de cet été. Mais t'es sérieuse? T'as conscience que c'est Noël, là? T'es en train d'envoyer un sexto à quelqu'un qui est en pleine digestion. Mais tout va bien. Non, et puis ce pull, là, tous les ans, tu vas me faire le coup? Franchement? Andrea! Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? T'es déjà ouverte, hein? Ah non, 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 mais je suis pas du magasin en fait. Je fais des reportages sur les traditions corses, tout ça, pour Noël. Enfin, du coup, vous avez peut-être 2 petites secondes pour répondre à des questions. Dans cet extrait, on comprend que parmi vos personnages, Félicia Vitti, vos personnages récurrents, il y a Andrea, qu'on vient de voir, une jeune Corse lesbienne. Il était inconcevable pour vous de représenter la jeunesse corse sans aborder le sujet de l'homosexualité? Inconcevable, je dirais pas que c'est le terme, mais pour moi, en tout cas, dans mon travail, il était nécessaire et c'était aussi un désir que j'avais de représenter l'homosexualité féminine, en tout cas en Corse. Ça me plaisait parce que j'avais envie de mettre à égalité, en fait, les sexualités, les rapports amoureux sur des jeunes gens entre 25 et 30 ans. Et donc j'ai écrit le personnage Andrea qui fréquente ses amis corses qui ont tous les... Alors, ils ont tous la même importance narrative. Oui, hein. oui, C'est un peu... c'est une série qui est chorale, donc l'idée c'est de mettre un peu à niveau tout le monde sur le ton de la comédie et de la légèreté, d'essayer de traiter de ces sujets qui sont souvent un peu de l'incompréhension entre homosexuels, hétérosexuels. Donc il y a effectivement Andrea qui est lesbienne, mais il y a aussi un personnage de célibataire hétéro qui papillonne. Ouais. Il y a une hétéro qui est elle en couple, heureuse en apparence, mais qui souffre d'enfermement. Il y a aussi des garçons. L'inspiration, c'est un peu la série American Girls. Un petit peu, oui. À la base, ce sont des séries qui me plaisent, qui sont souvent des dramédies, qui traitent de personnages féminins entre deux eaux, en train d'essayer de se construire. Donc j'ai voulu essayer d'écrire une série qui serait sous cet angle-là, mais avec des femmes corses, parce que j'ai envie de montrer des filles corses qui ne soient pas des archétypes, des sœurs, des mères. On a souvent l'impression de voir ça quand on voit des films en Corse, parce que les auteurs sont souvent masculins, donc la représentation est souvent liée à leur propre vision de la Corse. Donc j'ai voulu montrer ma vision de la Corse. Et alors, vous parliez de l'intention comique, hein, vous tenez à faire une comédie. Là aussi, c'est aussi renverser l'humour corse qu'on voit dans les films, à la télé, où c'est souvent un couple de garçons, depuis Tsekepido, on a l'impression que c'est la seule façon de faire rire en Corse. Oui, en fait, j'avais envie, je pense que j'ai une tendance à écrire de la comédie, donc j'ai pas envie de parler de gravité, je voulais amener de la légèreté et traiter des sujets qui peuvent être peut-être un peu sensibles, mais avec un regard amusé et nous permettre de réfléchir sans pleurnicher sur des contradictions et sur des façons d'être qu'on a en Corse. Et la série, pourquoi avoir choisi la série et pas le film, par exemple? Alors la série, je pense que dans mon chemin de scénariste, j'ai toujours préféré ce média-là parce que je pense qu'il me permet de développer des personnages avec un peu plus d'intensité. J'aime bien m'arrêter sur des moments qui sont des fois un peu sans intérêt, mais qui m'aident à construire et qui m'aident à donner au spectateur le temps de comprendre et de s'identifier au personnage. Et je pense aussi que c'est pour ça que
en termes de représentation de l'homosexualité, j'aime bien le Et oui, média. l'identification, ça permet l'empathie, Ça permet l'empathie, ça d'avancer, permet l'intérêt. Et je pense que c'est à travers les séries qu'on a pu développer au mieux des personnages, qui soient peut-être des anti-héros, des héros. Et je pense que... Et l'impact de la série aussi sur les mentalités, vous pensez qu'il est plus fort que... Oui, je pense, parce qu'en fait... le cinéma je pense que ça touche plus de personnes parce que tout le monde a Netflix, tout le monde regarde la télé, tout le monde s'abreuve de séries, surtout sur ces 5-10 dernières années. Ça devient beaucoup plus répandu qu'aller au cinéma. Des fois, on n'a pas accès à tous les films, même, admettons en Corse. Justement, c'est compliqué d'aller, même à Paris, hein, les films, les très bons films indépendants restent en salle une semaine. Donc, c'est toujours compliqué. Alors que l'Internet, la télévision nous permettent, avec les séries, de développer des personnages bien plus complexes et intéressants. Et je pense que tout le monde peut y avoir accès. Et de toucher un plus grand nombre. Et du coup, vous diriez que c'est une œuvre militante ? Je dirais que c'est une œuvre qui est engagée, entre guillemets, parce que j'ai envie de mettre à l'écran des personnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir en Corse. Parce qu'évidemment, on voit des personnages homosexuels dans des séries maintenant, tout le monde en voit, alors pourquoi pas ici ? Et je pense sincèrement que c'est par la présence de personnages homosexuels dans les séries et à la télévision qu'on arrivera à, entre guillemets, sensibiliser un maximum de personnes à mettre les amours égal à égal et essayer justement de faire tomber la barrière de la différence et pour qu'on soit plus dans l'inconnu et qu'on soit dans l'ouverture d'esprit vis-à-vis de ça dans la vie de tous les jours. Mais évidemment, ce que vous dites est évidemment essentiel et je vous mettrai une nuance dans ce que vous avez dit. Je ne pense pas que ce soit forcément des œuvres militantes. Je pense que justement, ce sont des œuvres qui ne sont pas aveugles. Avant, on faisait semblant de penser que personne n'était gay ou qu'il n'y avait pas de divorce. C'est comme si vous regardez une pub à la télévision. Chaque couple, tout le monde a une alliance. Parce qu'il est évident que personne ne peut pas être marié. Mais en fait, ce sont des séries, longtemps, il y a eu des œuvres qui niaient la réalité. Il y avait une censure. Hein. Voilà. Alors, Ange Toussaint Pietrera, vous allez nous parler d'un film qui ne traite pas à proprement parler d'homosexualité en Corse, mais qui en propose une représentation. C'est Le fan de base de Pascal Tagnati, film qui a été très remarqué récemment à Paris lors du festival Les Nuits Méditerranéennes, où il a reçu 2 prix, dont le Grand Prix du jury. Oui, alors c'est un film qui a reçu ce prix-là, effectivement, et depuis 2012, Pascal Tagnati s'était déjà fait beaucoup remarquer avec le film Bugarache, et là, il se met lui-même en scène, avec le nom qu'il porte dans la vie, dans ce court-métrage, dans la peau d'un Ajaxien, qui a une vie très régulée par plusieurs choses qui reviennent en boucle, hein, les paris sportifs, le football, les soirées en cabaret, et il décide d'effectuer un séjour à Manchester et justement on va regarder un extrait. Il annonce à son collègue de travail, parce qu'il travaille dans les services communaux vraisemblablement de la mairie, son désir, son projet, et on voit déjà les réactions. Et après on commente. Ce week-end? Oui. Combien tu as pris? 2 semaines. 2 semaines? Shit. Moi, je te cramais cet été. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pars. Tu pars où? Aix? Ouais, qui Aix? Que ça foutre à la Aix. Je pars à Manchester. Manchester? Qu'est-ce que tu vas faire à Manchester? À Aix? T'as des amis, il fait beau. Qu'est-ce que tu vas foutre? Je sais qu'on est en anglais. Qu'est-ce que je vais foutre? Je vais voir des matchs, des concerts, je vais m'ouvrir un peu l'esprit. Hein. Avec un peu d'anonymat, ça fera pas de mal. Hein. Anonymat. T'es en cavale? Oui, alors c'est un extrait qui peut paraître anodin, mais qui pour moi va préfigurer ce qui sera le cœur du film dans sa deuxième partie, puisque justement, là, le cinéaste évoque un fait sans trop le généraliser, mais qui consiste à caractériser l'ailleurs, cet ailleurs qui est souvent, à bien des égards en Corse, incarné par Nice, Aix-en-Provence, Marseille, et dès qu'on s'éloigne de ces territoires,
Éventuellement Paris, ou soyons éventuellement fous, Paris. quoi. Dès qu'on s'éloigne de ces territoires, d'emblée, ça devient plus suspect, au point de passer presque pour un fugitif. Donc, et ça rejoint vraiment ce qui est le cœur de la thématique du film, c'est l'enfermement. C'est-à-dire, voilà, cette société corse assez fermée, qui, moi, m'a fait penser beaucoup aux premières nouvelles de Marco Biancarelli. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur n'est pas du tout dans une démarche manichéenne qui consiste à dire la Corse est une société fermée alors que Manchester est une société ouverte. Non, absolument pas. Il nous montre deux perspectives, deux lieux qui ont leur logique d'enfermement propre, et ce qui est fait aussi dans un cinéma très minimaliste. Alors le cinéaste n'a jamais caché son admiration pour Jean Eustache, et ça se retrouve ici aussi, mais on peut aussi tisser des liens avec notamment le cinéma d'Alain Guiraudy, par exemple, qui est très... on peut repérer quelques clins d'œil là-dedans. Et évidemment, ce qui est intéressant aussi, même si ce n'est pas le cœur du film, c'est la représentation homosexuelle, qui est bien évidemment à rattacher avec cette thématique de l'enfermement en Corse, et qui fait penser à un roman. On dit souvent que la littérature corse n'a pas traité la question de l'homosexualité. C'est vrai que c'est venu très très tard. Il a fallu attendre le XXIe siècle. Je pense au dernier roman de Martilo Jurek-Cech qui s'appelle Kion Siava Tudiguay, qui traite du rapport entre un père et son fils qui est homosexuel sur fond d'héritage nationaliste clandestin. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans... Vous connaissiez... Pardon, je laisse terminer. Oui. Non, mais je vous laisse terminer, Ange, tout ça. Mais... Et c'est ce qu'on retrouve justement dans le film de Pascal Tagnati, avec cette évocation-là, et surtout, bien sûr, son dévoilement des tabous, des non-dits quant à cette représentation-là, dès lors qu'il s'agit des rives de la Corse. On va pas spoiler le film, effectivement, parce qu'il repose beaucoup sur, sur un moment comme ça, clé de surprise. Hein, et il sera projeté pour les Parisiens au mois de juin au cinéma Max Linder à Paris, puis il sera sans doute projeté dans l'été en Corse. Mais effectivement, il semblerait qu'un tabou soit levé petit à petit dans l'art en Corse, le cinéma, la littérature, à travers le roman de Marcelo Jurek-Cech. Vous étiez au courant de ce roman, par exemple? Voilà. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et comment vous accueillez la nouvelle, ne serait-ce que sur le papier, comme ça, quand on vous dit le résumé, ça... Mais en fait, vous savez, c'est un peu la révolution. Vous parliez de Marco Biancarelli, pardon. Comme il y a eu avec Jérôme Ferrari, comme il y a eu avec le groupe Igantelli, et donc de Pierre Gambini et de Frédéric Anton-Pietri. C'est un moment des gens qui disent non, en fait, nous ne sommes pas simplement entre les Matzir et les bergers. À un moment, en fait, regardez-nous, enfin, on est comme on est, on va, on sort, on rigole, on fait la fête, on boit, on est triste, voilà ce que nous sommes. Et à un moment, c'est une lucidité. Oui, je pense que l'initiative, elle est, outre le fait de montrer les homosexuels, elle est aussi de montrer une autre version de la Corse qui n'est pas simplement, qui a souvent réutilisé des clichés comme la mafia ou des propos qui sont très axés sur des rapports d'homme à homme. On est resté assez enfermé dans quelque chose. Il y a des représentations dominantes. Mais il y a des, après la grande criminalité, le banditisme, ça fait aussi partie de la Corse. Quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui ont attiré toute la lumière, quoi, on va dire. Moi, ce que je pense qu'on est un peu dans cette initiative-là, pas forcément sous couvert d'homosexualité, mais justement d'ouvrir le regard sur d'autres personnalités corses, sortir des stéréotypes, et justement, en faisant ça, on amène aussi les homosexuels qui sont, comme on le disait, réels. C'est une réalité. Moi, j'écris pas quelque chose de pro-LGBT, j'écris une réalité. Donc, et plus on mettra en avant une création artistique, littéraire. Mais d'ailleurs, ni Marcelo Jurek-Cech ni Pascal Tagnati ne sont des militants LGBT du tout. Enfin, voilà, et pourtant, ils abordent le propos. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on ouvre un petit peu, tout vient avec, en fait. Et puis la valeur universelle que montre le film n'est pas du tout l'homosexualité. Elle est vraiment pour la défense des minorités et de l'altérité. Une défense des minorités et de l'altérité. Et puis vous disiez, la Corse n'est pas un cas exceptionnel, c'est une zone rurale, insulaire. Quand on dit militant LGBT, ce que ça veut dire? Ça veut juste dire des droits les mêmes que tout le monde, et surtout la liberté d'être ce qu'on l'on est. On milite pas pour que tout le monde soit gay, hein. On milite juste pour qu'on nous foute la paix. L'émission touche à sa fin déjà, et impossible de rendre l'antenne sans avoir savouré l'avant-dernier agenda culturel subjectif concocté cette semaine par Félicia Samarcelli. C'est l'agenda de Eco. 2 semaines après une première projection à la très cinéphile Semaine de la critique à Cannes, le film très attendu de Thierry de Perrette, qui retrace le parcours de jeunes Bastiais dans les années 90 entre criminalité et lutte politique armée, sera projeté en avant-première à la Cinémathèque de Corse.
Autour de Jackie, breton exilé en Corse, on retrouve des têtes connues de la scène musicale insulaire. Celia Picciocchi, Pedro Zantuguel-Fucci, Voce Ventu, une énergie drôle et poétique à la fois. C'est ça le Jackass Orchestra. Le label indépendant marseillais Chinese Man Records vient poser ses platines le temps d'une soirée au centre culturel L'Albourg. Chinese Man Records, c'est une sorte de caravane d'artistes fous de sons électro, hip-hop, funk, reggae, des sculpteurs de groove, des virtuoses des sound machines. L'Albourg entrera donc en vibration à partir de 18h30 avec un DJ set à 4 platines au son hip-hop éclectico-rémutifiant. Lumio, l'un des plus beaux villages de Balagne, reçoit un bon nombre d'artistes venus investir le village, ses ruelles, ses jardins, ses fontaines. Venez vous y perdre et découvrir les talents de la région. Bikers de Corse ou d'ailleurs, rejoignez-les à Galeria pour la 3e édition du Galeria Biker Bay, le festival 100% moto de Corse. All bikes, welcome. Mais la date à retenir ce mois-ci, c'est bien le 27 mai pour une affaire de famille à la montagne avec vous, Sérène, alias Coco Disco, mais aussi A2M et Chloé, donc pour une soirée LGBT et gay-friendly. Et même si vous êtes hétéro, vous serez bien accueillis. C'est sûr. C'est sûr, c'est ça. C'est l'objectif est d'en faire un rendez-vous récurrent, hein, c'est ça? Exactement, oui, parce que rien ne se fera sans une forme de pérennité. Merci Sérène Assobrero-Patachine d'être venue nous en parler. Merci Félicia Vitti, bonne chance pour le tournage de Back to Corsica que l'on pourra découvrir sur notre antenne France 3 Cordes via Stella qui a acheté la série et c'est une très bonne chose. Voilà, merci Anthony Casanova, bonne continuation au sein du refuge et je précise que l'on peut vous lire, c'est votre autre vie dans le journal satirique hebdomadaire gratuit Le Coq des Bruyères. Merci messieurs les chroniqueurs. Merci à vous, très chers téléspectateurs. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous donne rendez-vous le samedi 17 juin pour le tout dernier numéro de Via Cultura. Et oui, après 6 saisons culturelles exaltantes, cette émission tire sa révérence. Ne ratez pas nos adieux le mois prochain, ce sera forcément spécial et intense. Excellente soirée sur France 3 Cordes USA.